Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Voici 40 ans jour pour jour, Simone Signoret nous quittait. Loin des plateaux, elle n'a jamais fait le moindre cinéma, bien au contraire. Vous avez choisi de la raconter à travers une histoire d'amour qui fait aussi partie de sa légende. Bonjour Nicolas Etienne-Dorf. Bonjour Jacques. Alors vous publiez Simone Signoret, Histoire d'un amour chez Calman Levy. Et évidemment, je me suis dit, pour célébrer les 40 ans de sa disparition, il fallait vous inviter. Alors c'est l'histoire de Signoret et Montand, mais en même temps, il y a toute l'histoire de Signoret qu'il faut raconter à travers ça. En fait, je me suis vraiment recentré sur le coup de foudre et toutes les convulsions de ce coup de foudre. C'est comme si c'était la vie et mort d'un coup de foudre. On commence en 49, cette fameuse rencontre, et on va jusqu'à la mort de Marilyn. Donc, c'est un roman sur Signoret et Montand et aussi sur les années 50. Alors, on va en parler tout à l'heure, bien entendu, et on va évoquer simplement la carrière de Simone Signoret, dont on va tout de suite entendre la voix. Je suis pas menteuse. Oh, je mens comme tout le monde, mais pas beaucoup. Enfin, le moins possible. Oui, elle n'était pas menteuse, mais elle avait du caractère. Hein. On va en parler. Alors, première date que j'ai trouvée, c'est le 15 avril 1938, car c'est son premier choc politique. Elle découvre un roman qui vient de sortir, La nausée de Jean-Paul Sartre. Et c'est vrai que ce roman, ce dialogue opposant l'humanisme à l'individualisme, c'est la découverte de la politique pour elle. Il faut dire une chose, c'est que Signoret était une fille de bourgeois. Elle a grandi à Neuilly-sur-Seine. Elle était éduquée. Elle était elle a passé son baccalauréat, ce qui à l'époque pour les femmes n'était pas toujours le cas. Donc c'est quelqu'un c'est une femme qui réfléchissait, qui était passionnée de littérature. Ses autres chocs esthétiques, ça a été La condition humaine, ça a été les Thibauts de Martin Dugard. C'était une femme qui lisait, ce qui était vraiment pas le cas de Montand. Et donc et puis la politique, elle avait une mère qui était en fait très engagée politiquement, un père qui va partir à Londres pendant la guerre et qui ensuite va travailler pour l'ONU et être l'un des inventeurs de la traduction simultanée. Enfin, donc c'était une femme pour qui la politique était un combat permanent. Et La nausée, c'est un roman de celui dont on va entendre aussi la voix. Je pense en particulier que un enfant subit toujours l'influence de son père sur le plan des professions, de la propriété, d'une foule de choses. Jean-Paul Sartre, c'était son premier roman philosophique et partiellement autofictionnel. Et d'ailleurs, ce roman a été classé dans la liste des grands prix des meilleurs romans du siècle. Et c'est vrai je crois qu'elle a découvert ce roman à 17 ans grâce à un de ses copains qui tenait le livre de son professeur de lettres, qui était Jean-Paul Sartre. Absolument, à Neuilly-sur-Seine. C'est ça. Et ça l'a beaucoup marqué. Ça l'a beaucoup marqué. De toute façon, elle avait besoin de nourriture spirituelle, de nourriture intellectuelle. Dieu sait si elle aimait boire, manger et fumer, oui. Mais c'est quelqu'un qui lisait et qui d'ailleurs finira sa carrière en se découvrant écrivain et en se découvrant bon écrivain. Alors, il faut savoir qu'elle est née à Wiesbaden, qui est l'une des plus anciennes cités thermales d'Europe, et qui est célèbre pour ses 26 sources d'eau chaude. Et on l'appelle la Nice du Nord, car elle a l'un des climats les plus doux d'Allemagne. J'adore apprendre des choses chez vous. Alors, elle dit ne jamais avoir conservé le moindre souvenir de ces années, car elle est née là parce que son père était là. Son père était en fait militaire. Son père fait partie des troupes d'occupation françaises en Allemagne. Et en fait, elle y a vécu, je crois, à peine un an. Et après ça, ils sont rentrés. Elle n'a aucun souvenir. Il se trouve que c'est par accident qu'elle est née en Allemagne. Oui, en fait, elle s'appelle à l'époque Simone Kaminker, le nom de son père. Et effectivement, ça dure 2 ans. Et son père retourne à la vie civile. Et il va travailler dans la société d'Étienne Damour, qui est un pionnier de la réclame, de la publicité. C'est un des pionnier de la publicité, mais pour ce monsieur Lamour, travailleront aussi Paul Grimaud, Jacques Prévert, beaucoup de personnes. Il y a Jacques Prévert qui travaille aussi, il y a Céline qui est collaborateur médical et Violette Leduc pour les frères Lissac. C'est assez chic quand même. Ça fait chic. Mais c'est vrai qu'on a totalement oublié ce monsieur qui est le véritable inventeur de la réclame avant Marcel Bossen-Blanchet. Absolument. Donc, elle s'installe à Neuilly, elle grandit dans cet univers bourgeois, et à l'école, elle est excellente en lettres et nulle en mathématiques. Elle était prédestinée malgré tout, et elle était bonne en langue. Elle est très bonne en langue, et ses parents vont même l'envoyer faire un séjour linguistique en Angleterre, ce qui n'était pas donné à tout le monde à l'époque. Et un bilinguisme qui va ensuite l'aider pour sa carrière. Alors il se trouve, Nicolas Etienne-Dorf, que Simone Signoret a une autre spécialité qu'on ne connaît pas. Elle est très forte en sport et en gymnastique, à tel point qu'on dit qu'elle a un côté garçon manqué à l'époque. Mais d'ailleurs, de ce point de vue-là, elle se retrouvera avec Yves Montand, qui était aussi qui préparait ses tours de chant comme des compétitions sportives. Donc, il se trouve aussi qu'elle va avoir 2 frères,
je crois, Alain et Jean-Pierre. Absolument. Et que le père étant souvent absent, elle va devenir le bras droit de sa maman, Simone Signoret. Elle va devenir la mère de substitution, elle va devenir une grande sœur très 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 présente, et Alain mourra tragiquement dans les années 50, et elle a toujours dit qu'elle a perdu l'enfant, qu'elle a perdu son fils. Oui, il est mort noyé, je crois. Il est mort noyé. En fait, il travaillait sur un tournage, sur un documentaire sur les marins de l'île de Sein, et ils ont voulu, en plus du tournage, aller sauver un bateau qui était en train de couler, et hélas, il est mort. Alors, il se trouve que la drôle de guerre éclate, et elle va suivre ses parents à Vannes, en Bretagne. Pourquoi Vannes? Alors, parce que tout simplement, en fait, ils allaient passer l'été en Bretagne tous les ans, on est en septembre 39, et effectivement, ils se disent, bon, on va pas rentrer à Paris, on ne sait pas ce qui va se passer, restons là. Et elle passe une année à Vannes, et c'est même à Vannes qu'elle passe son baccalauréat. Oui, et puis elle a une prof d'histoire qui va la marquer beaucoup, une certaine Lucie Samuel. Qu'on connaîtra quelques années plus tard sous le nom de Lucie Aubrac. C'est fou, hein. Alors, il se trouve que cette histoire est insensée parce qu'au départ, Lucie Aubrac a passé le concours d'institutrice. Elle l'a raté au départ, elle le réussit, mais elle n'a pas le bac. Et pour aller plus loin, elle va passer le bac, faire une licence d'histoire, une agrégation d'histoire en autodidacte et être mutée à Vannes en 38. Et c'est étonnant, c'est qu'ensuite, dans l'Armée des Ombres, le personnage de Mathilde est inspiré du personnage de Lucie Aubrac, personnage que jouera Simone Signoret. Et à l'époque, d'ailleurs, Lucie Aubrac, avant l'Armée des Ombres, on n'en parlait pas beaucoup. Les femmes résistantes, c'était encore quelque chose de secret. Absolument. Et vous connaissez bien l'histoire, puisque dans votre famille, il y a eu des résistants. De la première heure, voilà. Absolument. C'était lesquels? C'était mon oncle Honoré d'Estiendorf, donc le frère de mon grand-père, qui a été fusillé le 29 août 41. Et puis, à Vannes, elle rencontre aussi un jeune cinéaste qui rêve de faire ce métier, qui est Alain Resnais. Voilà, qui est le fils des pharmaciens, qui est le fils de pharmaciens de Vannes. Mais c'est très étonnant, cette petite, c'est comme au lycée à Neuilly, elle tombe, son grand ami, c'est le futur Chris Marker. C'est fou, hein. Ouais. Et elle sympathise tout de suite, même si elle ne veut pas du tout faire de cinéma à l'époque. Bon, elle pense pas à ça. Elle est très jeune. Le Paris, elle revient dans le Paris occupé. Elle sait pas vraiment ce qu'elle veut faire. Mais il se trouve aussi qu'elle était au lycée à Neuilly avec Corinne Lucher, qui elle est devenue une comédienne très très connue, mais très très peu de temps. Oui, alors il se trouve d'abord qu'elle passe le baccalauréat, ça c'est sûr, baccalauréat de philosophie. Et puis son père va à Londres. Il va travailler pour la France Libre. En fait, surtout, elle ne le sait pas. Le père disparaît. Il part. Ils savent pas où il est parce qu'il s'appelle Kaminker, donc il est juif. C'est des juifs assimilés depuis très 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 longtemps, pas du tout religieux, mais il n'hésite même pas, il part, et donc il laisse quand même sa femme et les 3 enfants en France, et il faut bien qu'ils survivent. Donc Simone Signoret décide il faut qu'elle cherche du travail, et d'abord elle fait des petits métiers, et puis ensuite elle veut travailler pour les studios Harcourt, mais elle ne sait pas comment faire, et donc elle se souvient que sa copine Corinne Lucher est devenue actrice, donc elle appelle chez les Lucher, elle tombe sur Madame Lucher, la femme de Jean Lucher, grand baron de la presse collaborationniste, qui dit, écoutez, ce que je peux vous conseiller, c'est aller voir mon mari, je crois qu'il a besoin d'une assistante. Et ce qui est extravagant, Simone Kaminker, donc à moitié juive, se retrouve à être la secrétaire particulière d'un des barons et des plus ultra collaborationnistes. Oui, Jean Lucher, qui a écrit ce journal qui s'appelait Les Nouveaux Temps. Exactement. Et Corinne Lucher, en fait, va faire une carrière de comédienne. Elle va, ça va marcher pendant quelques années. Puis elle va mourir parce qu'elle va attraper une tuberculose. Et au début des années 50, alors qu'elle était une gloire naissante, elle disparaît. Elle est totalement oubliée. Et même pendant la guerre, elle fait plus grand-chose. Elle fait surtout la fête avec des Allemands dans les boîtes de nuit. Ouais, c'est autre chose. Et puis, alors, elle fait la fête aussi, Simone Signoret, mais à Saint-Germain-des-Prés, car elle découvre ce quartier. Elle crée avec les habitués du Café de Flore des liens intellectuels. C'est-à-dire qu'en fait, elle rentre dans un petit cénacle alors qu'elle est encore à travailler chez Lucher. Elle va voir des spectacles parfois au théâtre. Et par l'intermédiaire d'un jeune homme qu'elle rencontre dans une pièce de théâtre, elle est introduite dans ce qu'on appelle la bande du Flore, qui sont des anciens membres du groupe Octobre, c'est-à-dire Mouloudji, Fabien Loris, Prévert qui n'était pas là, mais qu'elle va rencontrer ensuite. Et donc, elle découvre une sorte de cénacle, en fait, qui vivent quasiment en phalanstère à l'intérieur du Café de Flore, complètement en parallèle avec le Paris occupé, des gens qui sont plutôt de gauche, très engagés, souvent communistes, mais qui vivent dans une sorte d'état dans l'état qui est le Flore. Et là, ça va être aussi une autre forme de dépucelage politique, intellectuel et artistique. Oui, mais Nicolas Détienne-Dor, il faut savoir que dans cette bande, il y a les frères Marc, c'est-à-dire le futur Francis Lemarque, il y a Mouloudji. Absolument. Mouloudji, à l'époque, est un jeune comédien qui a tourné dans La Guerre des Gosses en sortant de l'école du spectacle où il avait comme condisciple Charles Aznavour. Il a tourné dans Les Disparus de Saint-Agile, juste avant la guerre. Il a habité, parce qu'il n'y avait pas de domicile fixe, chez Jean-Louis Barrault, qui a découvert le spectacle, et il fait partie de cette bande qui va marquer son époque.
Oui, et il tournera tout en étant, il me semble, à moitié kabyle, et il tournera dans Les Inconnus dans la maison, où il jouera le rôle entre guillemets du métèque, et d'ailleurs le nom sera changé lorsque le film sera redoublé après la guerre. Cette bande du Café de Flore, elle est devenue mythique. Devenue mythique parce qu'ils se sont essaimés, et elle, pour Simone Signoret, c'est extraordinaire. C'est comme ça qu'elle fait ses premiers pas dans le cinéma. Mais comme elle s'appelle Kaminker et qu'elle est à moitié juive, elle ne peut pas avoir la carte du COIC qui est en fait le permis de tourner. Elle n'a le droit de faire que des rôles de figurantes. Ça, on va en parler, mais surtout ce qui est important, c'est qu'elle se découvre une vie intellectuelle qu'elle n'imaginait pas et qui va rester présente même si elle n'en parle pas toujours lorsqu'elle tourne. Oui, mais de toute façon, c'est une époque de bande, c'est une époque de gang, c'est une époque de clan, et elle va avoir aussi ses premiers vrais flirts avec des comédiens montants, avec d'abord Daniel Gélin, puis ensuite Daniel Gélin, elle le trouve un peu jeune, elle avait besoin d'un mentor, et après elle a une aventure avec Marcel Duhamel, le fondateur de la série Noire, grand intellectuel qui l'initie au jazz aussi, qui lui fait lire des livres, et puis ensuite elle rencontre Yves Allégret, qui va lui donner ses premiers rôles au cinéma. On va en parler. Il faut savoir que Marcel Duhamel, la série Noire, le nom a été trouvé par Jacques Prévert. Et rentrer dans l'histoire, mais effectivement il y a eu beaucoup de choses d'autres dans la vie de Simone Signoret, et on va l'évoquer à travers une autre date pendant la guerre, le 6 mars 1942. A tout de suite sur Sud Radio avec Nicolas Détienne-Dorve pour parler de Simone Signoret. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Nicolas Détienne-Dorve pour ce livre Simone Signoret, Histoire d'un amour chez Calman Lévy. Simone Signoret qui a disparu voici exactement 40 ans. Et le cinéma, ça n'a pas démarré tout de suite. Et j'ai trouvé la date du 6 mars 1942, Nicolas Détienne-Dorve, puisqu'elle fait ses débuts dans un film de Jean Boyer, Le Prince Charmant. C'est une histoire totalement folle. Rosine et sa sœur Ginette posent pour des cartes postales. Elle rencontre un monsieur qui est un belâtre, qui s'est passé pour un voyou qu'elle va épouser. Enfin, c'est un peu n'importe quoi. Et elle apparaît, je crois, pendant quelques secondes dans un tailleur élégant en train de boire un verre dans une boîte de nuit. C'est les seuls petits rôles qu'on lui permettait d'avoir, puisqu'elle n'avait pas cette fameuse carte qui permettait d'avoir des rôles où on peut dire des répliques. Et voilà, c'est le genre de film, c'est le genre de divertissement un peu crétin comme on peut en tourner pendant l'occupation. C'est de la série Z du moment, et elle va tourner beaucoup de rôles, de petits rôles comme ça, mais ensuite, le début même si c'est la figuration, le début de sa carrière, c'est comme elle est figurante dans Les Visiteurs du Soir de Marcel Carnet. Oui, justement, on va en parler, mais surtout, il y a dans ce film de Jean Boyer, on l'a un peu oublié aujourd'hui, il a fait plein de comédies qui sont devenues des classiques, Le Passe-Muraille avec Garou-Garou, Romance de Paris, plein de choses qu'on a totalement oubliées, et là, il l'a repéré dans un casting, il l'a trouvé sympa, et simplement, c'est là où elle a décidé de changer de nom. Parce qu'en fait, Kaminker, c'était un petit peu visible à l'époque, et en fait, elle a utilisé le nom de jeune fille de sa mère, Signoret, et en plus, parce qu'il y avait un comédien connu avant-guerre qui s'appelait Gabriel Signoret, qui ne faisait pas du tout partie de la même famille, mais elle s'est dit que ça allait faire tilt dans l'esprit des gens, et on ne prête qu'aux riches. Il faut savoir qu'à l'époque, elle ne compte pas faire de cinéma, Simone Signoret, elle fait ça parce qu'il faut bien gagner sa vie. Faut bien gagner sa vie. Sa mère et ses deux frères sont partis à Valréas travailler dans une blanchisserie parce qu'ils ont plus les moyens de vivre à Paris. Donc elle est seule. Elle est très très jeune. Elle est assez inexpérimentée et elle va vraiment, disons, s'inventer sur le tas au quotidien dans ce Paris occupé où elle mène quand même une vie assez, j'allais dire presque amusante. C'est-à-dire qu'elle rentre pas dans la résistance, elle fait pas de politique, mais il y a un tel fourmillement et tout semble tellement possible pourtant dans un Paris sous la botte allemande. Elle a 4 ans, 4 années absolument passionnantes. Voilà. En même temps, tout étant possible, elle frappe à la porte d'un impresario, ce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, et il lui propose des rôles de figuration. Voilà, des rôles de figuration, et de toute façon, c'est une époque où on se réinvente constamment parce qu'on avance à vue, on ne sait absolument pas ce qui se passera le lendemain, qui sera à la tête de l'État, qui sera ministre, quelles seront les lois, donc c'est une époque où on avance masqué, mais avec une intensité extraordinaire. Oui, et puis petit à petit, elle commence à découvrir le cinéma, elle observe, et elle va apprendre son métier, et elle va commencer à avoir du goût pour ce métier. Elle va avoir du goût pour ce métier, et puis il va y avoir la rencontre ensuite avec Yves Allégret, qui va là. Mais en même temps, elle découvre, elle apprend sur le terrain. Absolument. Elle n'a pas fait d'école. Elle n'a pas fait d'école, elle apprend sur le terrain, et elle apprend. Ils sont toute une bande comme ça du même âge à s'inventer une vie, parce que c'est une époque effectivement où tout étant impossible, tout devenait possible. Alors effectivement, vous avez cité un film dont on va écouter la bande-annonce.
Les Visiteurs du soir de Marcel Carné, où elle joue la dame du château. Et je crois qu'elle racontait qu'elle avait été la dernière figurante à rester parce qu'il y avait un écrémage à la fin de chaque journée. Absolument, je crois que Carné était terrible. Tous les jours, il les passait en revue et elle a réussi à passer entre les gouttes. Et ça a été, elle le dit elle-même, ça a été 3 mois de grandes vacances parce que tout à coup, ils sont partis en zone libre. Le tournage était à la Victorine et au-dessus de Nice. Ils étaient, alors seulement ils avaient faim. C'est-à-dire que les fameuses scènes de banquet dans lesquelles on jouait, la scène a pris du temps à tourner. La première fois, ils ont mis de la vraie nourriture et le problème, c'est qu'au bout d'un quart d'heure, tout avait été mangé parce qu'ils crevaient de faim encore à l'époque. Donc après, ils ont mis des poulets en carton, mais c'est extraordinaire. Elle le raconte de voir jouer Jules Berry, de voir jouer Alain Cuny, de voir jouer Arletty, bien entendu, avec qui elle entretiendra toujours des rapports assez orageux, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais pour elle, c'est aussi une école extraordinaire. Oui, et en plus, il se trouve que pourquoi elle est restée, c'est parce qu'elle faisait rire Marcel Carné. Quand on imagine Simone Signoret, on n'imagine pas qu'elle pouvait faire rire quelqu'un. Mais c'était quelqu'un qui était connu pour avoir de l'humour, pour être très drôle, pour avoir des fous rires. Et d'ailleurs, quand elle profitera d'être dans le sud pour aller rendre visite à sa mère à Valréas, donc elle fera tout un périple parce qu'elle va passer toute l'occupation sans du tout voir sa famille. Il y a un autre film d'ailleurs qui à l'époque était un beat total et qui est devenu culte, qui est Adieu Léonard des frères Prévert avec Charles Trenet et Simone Signoret qui fait un petit rôle dedans. Elle joue un petit rôle de gitane. Alors là, c'est encore l'occasion d'une balade en zone libre. C'est tourné. D'ailleurs, non, c'était déjà la zone occupée. C'est tourné dans le Pays Basque. C'est un film totalement lunaire, totalement surréaliste, avec un Charles Trenet dans le rôle principal qui est, comme toujours dans ces films, c'est-à-dire à la fois très mauvais et très juste. Oui. Il se trouve qu'ensuite, donc, elle rencontre Yves Allégret. On est en 43. Je crois qu'il est assistant de Jean Renoir. Il est en pleine ascension et il l'engage dans un film qui s'appelle La boîte aux rêves. Alors, il l'engage d'abord. Il tombe fou amoureux d'elle, oui. et il arrive à la caser, mais elle a toujours ce problème de carte, de carte de cinéma, donc d'autorisation. Donc, elle ne peut jouer que des rôles de figuration, et il faudra attendre effectivement la libération pour qu'elle puisse enfin devenir la Simone Signoret qu'on connaît, avec des répliques, avec du texte. Et d'ailleurs, quand on regarde ce film, le générique du film, elle n'y est pas. Et je me suis renseigné, il y a 2 figurants qui ne sont pas crédités dans ce film, La boîte aux rêves. C'est Simone Signoret et un débutant qui s'appelait Gérard Philippe. Alors ça c'est, j'adore apprendre des choses. Alors il se trouve, effectivement, il tombe amoureux et elle tombe amoureuse parce que lui, il vient de divorcer et elle ne résiste pas. Lui, en plus, ce sont des bonnes familles bourgeoises chez qui ce genre de choses ne se fait pas. Donc, il se brouille même avec une partie de sa famille. Il a une femme avec qui il ne vit plus, mais ils ont un fils, et donc il plaque un peu tout. Il s'installe à Paris, il vit rue du Dragon. D'ailleurs, dans un même immeuble où vivaient aussi Gérard Philippe et Jacques Ségur, qui était le scénariste attitré d'Allégret. Et il y a une espèce de vie de bohème à la fin du Paris occupé, où ils sont à 2 pas du Flore. Et tout ça, c'est des gens qui se voient constamment. Voilà. En plus, Yves Allégret et Simone Signoret vivent une vie de bohème avec Catherine qui est née en 46. Catherine naît en 46. Catherine naît... Enfin, en fait, d'ailleurs, il y a eu... elle est tombée enceinte une première fois juste après la guerre. Et voilà, ça n'a hélas pas duré. Et ensuite, Catherine naît en 1946, au moment de l'explosion de Signoret comédienne, c'est au moment du tournage de Des Dents Verts. Ce film a marqué sa vie. Elle a toujours dit qu'il a été réussi parce qu'il y avait une véritable équipe qui faisait ça pour pas grand-chose. C'est tourné dans des conditions assez compliquées parce qu'on est juste après la guerre, on est en pleine période de reconstruction et de restrictions. On oublie toujours que les restrictions sont pas arrêtées en 45, ça a duré jusqu'au début des années 50. Donc c'est des films plus ou moins bricolés, mais c'est adapté d'un roman qui a eu du succès à l'époque, et c'est le premier vrai grand rôle de garce de Simone Signoret, qui va en jouer beaucoup. Ça se passe théoriquement dans le port d'Anvers, mais le bourgmestre d'Anvers a refusé parce qu'il n'avait pas envie que ça donne une mauvaise image de sa ville. Alors tout le monde sait bien ce qui se passe dans les ports, surtout à cette époque-là. Il disait non, nous n'avons aucun bordel, tout se passe très bien. Non. Et c'est une histoire terrible de prostituées et de souteneurs. Le rôle du souteneur joué par Marcel Dalliot, qui est génial dedans. C'est un film d'une grande noirceur, et c'est l'explosion de Simone Signoret, actrice, et d'une beauté qu'on ne connaissait pas dans le cinéma français. Oui, mais elle avait déjà joué les prostituées dans un autre film, Macadam, qui lui avait valu, je crois, un prix de la Révélation. Absolument, qui est un film assez étrange, réalisé
théoriquement par Marcel Blisten et en fait sous l'égide de Jacques Feder, qui est avec Françoise Roset et Paul Meurice, où elle joue, effectivement, c'est son premier vrai rôle de putain. Voilà. Il se trouve qu'il y a eu aussi Manège, un autre film d'Yves Allégret. Alors là, c'est avec Jeanne Marquen, c'est un duo de garces épouvantables. Alors ça, pour le coup, c'est peut-être mon Signoret préféré, qu'elle tournera avant Casque d'Or. Oui. C'est la dernière collaboration avec Yves Allégret, c'est-à-dire qu'au moment où Manège sort, elle l'a déjà quitté. Et c'est un film d'une noirceur, d'une méchanceté. Quand on parle de film noir ou de film sombre, c'est un film sur la manipulation. C'est vraiment le portrait d'une femme diabolique, bien plus diabolique que dans des rôles suivants. Et elle est là à martyriser ce pauvre Bernard Blier, juste pour lui prendre son argent, pour lui prendre sa vitalité, pour lui prendre sa vie. C'est un film vraiment à redécouvrir. D'ailleurs, les critiques ont dit à l'époque, à côté de cette histoire, Quai des Brumes ou Pépé le Mocco paraissent totalement euphoriques. Mais à tel point que dans la rue, des spectatrices qui avaient été choquées l'alpaguaient et la traitaient de salope, juste uniquement parce qu'elle la croisait dans la rue. Alors, il se trouve qu'elle a épousé Yves Allégret en 47, après la naissance de Catherine, mais que tous deux mènent une vie de bohème et sont très, très heureux comme ça au départ. Très heureux comme ça. Je pense que lui est encore très amoureux. Elle n'a jamais été folle d'Yves Allégret, comme elle le sera ensuite de Montand. Donc, et puis c'est quelqu'un de toute façon qui vit pour sa carrière, Simone Signoret, à cette époque-là. Et donc, sa carrière devient très dense. Et puis elle part en 1949 se reposer à la Colombe d'Or en se disant voilà, et tout à coup arrive, je pense que vous allez m'en parler. On va en parler, mais il faut savoir que ces vacances, c'est Yves Allégret qui lui avait dit tiens, va à Saint-Paul-de-Vence, il y a la Colombe d'Or, un petit hôtel sympa. Elle y est allée, et la suite, on va l'évoquer à travers la date du 19 août 1949. A tout de suite sur Sud Radio avec Nicolas Détienne-Dorve pour parler de Simone Signoret. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Nicolas Détienne-Dorve. Simone Signoret, Histoire d'un amour chez Calman Lévy, c'est votre livre. Et la sortie, ça correspond à ses 40 ans aujourd'hui de la disparition de Simone Signoret, très jeune d'ailleurs, à 64 ans. Très jeune, mais une vie très intense. Elle a vécu à 400%, comme on dit. Oui, exactement. Alors, justement, cette vie intense, il y a une date qui la marque, c'est le 19 août 1949. Elle va se reposer à la Colombe d'Or à Saint-Paul-de-Vence avec Catherine. Il faut savoir que la Colombe d'Or, au départ, c'était un dancing qui ouvrait le week-end, un café-bar, tenu par Paul Roux et sa mère. Il a fait 3 chambres, la Colombe d'Or. Les personnalités sont venues. Comme il était sympa, elle venait de plus en plus. Prévert s'est installé et c'est devenu vraiment le lieu mythique de Saint-Paul-de-Vence. Et qui existe toujours aujourd'hui et qui pratique des tarifs de grands hôtels, est un très très bel endroit avec de l'art contemporain. Et c'était le refuge de Signoret à cette époque. Oui, donc elle y va avec Catherine, elle prend une chambre et puis elle descend un jour au restaurant. Elle descend un jour au restaurant et elle retrouve un copain de la bande du Flore qui était le guitariste Henri Crolla, et qui était là en train de parler avec un grand et beau jeune homme, et ce jeune homme c'est Yves Montand. Et bien justement, on écoute sa voix. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. Les feuilles mortes, qui n'a pas marché pendant 4 ans, qui était dans le film Les Portes de la nuit, qu'on a appelé Les Portes de l'ennui, je crois. Qui a été un désastre et pour Carnet et Prévert et pour Yves Montand, parce qu'en fait Yves Montand remplaçait Gabin au pied levé qui avait annulé sa participation parce qu'il devait jouer avec Marlène Dietrich, et Montand qui était déjà une star montante de la chanson mais qui n'avait jamais fait de cinéma s'est retrouvé comme un chien dans un jeu de quilles. Il a été canardé par la critique et en fait il va garder une longue méfiance pour le cinéma. Oui, en même temps s'il est dans ce film, c'est parce que Édith Piaf a téléphoné à Marcel Carnet en disant prends le petit et il est très bien. En fait elle quittait Montand, c'était son cadeau d'adieu. Elle avait dit à son propos, il faut savoir se séparer de son soleil, on ne peut pas le garder toute sa vie. Et ça a été le premier grand chagrin d'amour de Montand. D'ailleurs, après Piaf, il a surtout pas voulu avoir une nouvelle histoire d'amour, donc il a enchaîné les maîtresses. Bon, il arrêtera jamais vraiment. Et tout à coup, nous sommes en 1949 et il voit cette femme magnifique qu'il avait vue dans des films, tout comme elle avait été le voir sur scène un jour avec Allégret. Mais c'est vraiment un coup de foudre absolu. C'est-à-dire que la foudre leur tombe dessus, ils se regardent, et c'est un amour mais
bouillonnant qui va durer quand même pendant quelques années. La preuve, elle ne dort pas de la nuit, et le lendemain, elle vient déjeuner, et là, elle va se mêler à la bande qui tourne autour de Montand et Crolla. Avec surtout Jacques Prévert, qui va être un peu leur Merlin l'Enchanteur, qui va être leur filtre d'amour, et cette histoire, et en quelques jours, c'est un couple qui se forme et qui se restera soudé bon an mal an jusqu'à la fin. Yves Allégret était censé arriver, et dès qu'il arrive, elle lui dit tout, il la gifle, il prend les enfants, ils repartent, et c'est le début de cette histoire d'amour qui va être l'histoire d'amour iconique en France dans les années 50. Alors si on la reprend dans le détail, au départ il y a ce déjeuner, après Montand doit se reposer, qu'est-ce qu'elle lui propose? Dire se reposer dans sa chambre. Venez donc dans ma chambre. On l'aurait tous fait. Ouais. Mais il accepte. Il aurait tort de refuser quand même à sa place. Et tout se passe très 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 vite avec une simplicité et une évidence. Mais elle va le soir à Nice voir son concert. Elle va le soir à Nice voir son concert. Ils étaient à Saint-Paul-de-Vence, donc à une demi-heure en voiture. Et pendant 3 jours, ils vivent une vie complètement de jeunes amants. Alors je sais pas comment ils faisaient avec les enfants qui étaient à côté, mais enfin ils étaient organisés. Et puis donc ensuite il faut expliquer à Allégret comment ça se passe. Et il va y avoir pendant quelque temps une espèce de modus operandi, modus vivendi pas très clair, où elle reste avec Allégret tout en étant avec Montand. Et puis rapidement ils vont se rendre compte que c'est impossible, et voilà, la séparation sera consommée. Et ce qui est intéressant, c'est que elle ne l'a jamais appelé Yves, elle l'appelait Montand, parce que Yves c'était Allégret et Montand c'était Montand, et même dans l'entourage de Signoret, on l'appelait Montand, on l'appelait jamais par son prénom. Exactement. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'elle est venue le premier soir au concert à Nice, elle n'avait jamais vu Montand sur scène, Signoret. Je crois qu'elle l'avait vu une fois. Apparemment, elle l'aurait vu une fois, mais c'est pas sûr. Mais surtout, elle découvre quelque chose qu'on ne voyait pas. C'est un seul en scène à l'américaine, comme un one-man show. Elle était de l'école du music hall, c'est-à-dire des artistes qui s'en suivaient. Et je crois que les spectacles de Montand avaient l'air, c'était une chorégraphie extraordinaire. C'était d'une précision. Il arrivait en faisant la roue. Enfin, il avait un talent de transformisme. Oui, c'était 2h30 de scène. Et quand il a fait le Théâtre de l'Étoile, qui était une salle de 2000 places, il a fait 6 mois à guichet fermé. Les cars arrivaient de toute la France pour voir Montand. Et quand il a fait l'Olympia en 1981, il a appelé quelques mois avant Poète Cocatrix, et tous les matins à 9h, il était à l'Olympia en secret pour répéter son spectacle, pour tout préparer. C'était un perfectionniste extraordinaire. C'est une des choses d'ailleurs qui a bouleversé et fasciné Simone Signoret. C'est le talent, la perfection, la précision de Montand, qui préparait tout comme un horloger, et que je disais comme un grand sportif. Alors Simone Signoret a rencontré Montand grâce à Henri Crolla finalement. Et Henri Crolla va être aussi celui qui va leur permettre de trouver l'appartement de leur rêve, place Dauphine, une petite librairie qu'ils vont transformer en appartement et qui s'appelle La Roulotte. Ça s'appelle La Roulotte parce que c'est tout en longueur, et aussi en clin d'œil aux enfants terribles de Jean Cocteau, ou aux parents terribles, je ne sais plus. Effectivement, il découvre cet endroit. Pendant la guerre déjà, parfois elle se promenait avec ses copains de la bande du Flore sur les quais, elle disait un jour j'habiterai dans ce coin-là. Et il se trouve que miraculeusement, Crolla leur parle de cet appartement qui est une ancienne librairie avec une entrée côté quai des Orfèvres, une sortie place Dauphine. Et en fait, il était intéressé, mais c'est trop cher pour lui. Et c'est le moment où justement, après cette fameuse 6 mois à l'Étoile, où Montand a gagné énormément d'argent, et tout de suite il investit, il dit bon, on va acheter ça. Et c'est leur nid. Et ce qui est très amusant, c'est que ça devient disons un des lieux iconiques des Français, parce que ils ont passé leur temps à inviter la presse, les médias, la télévision chez eux. C'est-à-dire qu'en fait, ils accèdent à la notoriété au moment de l'explosion de la télévision, de la radio, de la presse dite people. Et donc, dès qu'il y avait un jeune couple qu'il fallait suivre, un jeune couple beau, jeune, fringant, talentueux, c'était les Montand. Donc, on les voit découvrir l'appartement, on les voit le décorer. C'est très étonnant quand on va dans les archives. Oui, et il y a une grande glace dans le salon, et cette grande glace permettait à Montand de répéter chaque geste de son spectacle tous les matins. Absolument. Alors, il se trouve qu'il se marie, et la date du 22 décembre 51 à Saint-Paul-de-Vence n'a pas été choisie au hasard, Nicolas Etienne-Dor. En fait, il voulait être tranquille. Il voulait que les gens soient occupés ailleurs. Il voulait quelque chose d'extrêmement calme et d'extrêmement intime, parce qu'il se doutait bien que sinon la presse allait se précipiter. Et là, pour le coup, après avoir été très très proche dans les médias, ils ont voulu avoir un peu de discrétion, et donc ils ont fait ça à la Colombe d'Or, avec pour témoin donc le monsieur Roux, le patron de Paul Roux, et Jacques Prévert. Oui. Et il se dit qu'une colombe serait venue au moment de la bénédiction. Il y a beaucoup de légendes au sujet, mais surtout il voulait quelque chose. Il voulait que ce soit une date où les gens soient déjà occupés ailleurs pour qu'on leur foute la paix. Alors il se trouve qu'à cette époque-là, Simone Signoret va songer
a abandonné son métier de comédienne. Bah en fait, elle est tellement fascinée par l'exigence artistique de Montand, et en fait, elle a envie d'être juste une femme d'artiste. Et lui-même, bah, c'est lui qui veut lui botter les fesses. Il dit, dis donc, moi, j'ai besoin d'admirer, moi aussi. Et donc, il va la repousser sur le chemin des studios parce qu'elle était prête vraiment à renoncer à sa carrière pour les beaux yeux de son beau Montand. Alors, il se trouve aussi qu'elle va tourner dans un film de Max Ophuls. C'est Max Ophuls qui est que Jacques Demy considérait comme son maître, à qui il a dédié son premier film, Lola. C'est vraiment un homme on a oublié, mais qui a inventé le travelling au cinéma. Ah bah, donc ce film, c'est La Ronde de Max Ophuls, Max Ophuls qui a tourné dans beaucoup de pays, qui à la fin, tant mieux pour nous, est venu en France et a tourné toute une série de chefs-d'œuvre. Et c'est une espèce d'étrange film à sketch inspiré d'un texte de Schnitzler, dans lequel, comme d'habitude, Simone Signoret joue le rôle d'une prostituée dans une espèce de sketch étonnant avec Gérard Philippe. Et d'ailleurs, c'est le moment où elle reprend le chemin des studios. Et là, pour le coup, c'est Montand qui la suit et qui est comme des charbons ardents à guetter tous les beaux messieurs qui peuvent venir parler à sa femme, exactement comme à la fin de tous les concerts, elle était dans sa loge à filtrer qui rentrerait et s'il n'y avait pas des belles admiratrices. Oui, d'ailleurs, il se présente non pas comme Montand, mais comme le mari. Absolument. Ça fait chic. Alors, il se trouve aussi qu'elle va continuer à jouer les prostituées dans un film culte qui est Casque d'Or. Ah, Casque d'Or, c'est le grand rôle mythique de Simone Signoret, l'acmé de sa beauté, qui est un film qui avait fait qui a vraiment pas marché du tout, qui a été assassiné par la critique, les gens n'ont pas compris. Casque d'Or, le film de Jacques Becker qui met en scène la vie des Apaches de Belleville et de cette fameuse Casque d'Or, cette prostituée avec des cheveux blonds, alors que Simone Signoret, elle n'était pas blonde, au début du 19e siècle, au début du 20e siècle. Et ce tournage va être une sorte aussi d'atmosphère très très douce et a lieu exactement pendant le tournage du Salaire de la peur, qui pour le coup, donc tourné par Clouzot avec Montand, qui pour le coup est un cauchemar. Et ces deux tournages en même moment sont très symboliques dans la vie du couple. Oui, d'autant plus que Simone Signoret va vivre un cauchemar ensuite, parce que bêtement, elle va accepter de tourner dans Les Diaboliques de Clouzot. C'est-à-dire qu'elle connaissait Clouzot à la Ville, avec qui elle avait vraiment beaucoup d'affinités. Clouzot est un intellectuel, ils avaient des grandes conversations, et Clouzot réussit à la convaincre de tourner dans Les Diaboliques, parce que dans ce film tournait aussi Vera Clouzot, la femme d'Henri-Georges Clouzot, qui a insisté, parce qui avait peur d'avoir un grand rôle au cinéma, et qui avait besoin d'être en sécurité, donc qui a dit « Simone, je veux que tu tournes avec moi, tu seras ma béquille ». Et ça a été un cauchemar, parce qu'en fait, Clouzot, qui était de notoriété publique, un cinéaste assez cruel, voire sadique, va martyriser Simone Signoret, et surtout, il va faire durer le tournage beaucoup plus longtemps que prévu, alors qu'elle était censée commencer les répétitions de la pièce Les Sorcières de Salem, qui vont une fois de plus se superposer avec un timing et un emploi du temps harassant pour Simone Signoret. Oui, et d'ailleurs Paul Meurice lui aussi a souffert pendant ce film, puisqu'il y a une séquence où dans une baignoire, il est resté une journée dans une baignoire d'eau froide pour tourner cette séquence. Une séquence magnifique d'ailleurs. Il y a une séquence avec un jeune débutant qui est tourné, qui est un certain Johnny Hallyday. Absolument, le jeune Jean-Philippe Smet. Exactement. Un jour, elle reçoit un coup de fil d'un metteur en scène anglais, Jack Clayton, qui lui propose quelque chose qu'elle n'imaginait pas. Absolument. Il y a un livre qui a eu un énorme succès quelques mois auparavant en Angleterre, qui s'appelle Le chemin de la haute ville, avec un personnage de femme mûre qui a une histoire avec un homme plus jeune, personnage d'Alice S. Gill, et Jack Clayton, qui avait déjà croisé Simone Signoret, lui propose de faire ce rôle, alors que toutes les grandes actrices anglaises voulaient le faire, et elle accepte. Elle est à un moment de sa carrière où elle tourne un petit peu moins, et elle se dit pourquoi pas, et surtout on l'a dit, elle était bilingue, donc elle parlait très très bien anglais. Elle va se tourner ce film un peu les mains dans les poches, sans se douter que ça va être le tournant de sa carrière. Mais pourquoi Jack Clayton a-t-il pensé à Simone Signoret ? Parce qu'elle avait déjà tourné dans des films. Pardon, excuse-moi. Elle avait déjà tourné dans des films en Angleterre et avec pour un public anglo-saxon, mais il trouvait qu'elle correspondait exactement à la psyché de ce personnage. Elle avait l'âge de ce personnage, et c'est un personnage un peu étrange, et donc le fait qu'elle soit française changeait la donne et donnait plus de profondeur. Et c'est un véritable triomphe, puisque les critiques américains comparent alors Simone Signoret à Greta Garbo. Greta Garbo, elle reçoit le prix d'interprétation féminine à Cannes, et ensuite, c'est le triomphe, elle reçoit l'Oscar à Hollywood. Elle est la première française à avoir
deuxième française. Oui, après Paulette Godard. Après Claudette Colbert. Claudette Colbert, pardon. Claudette Colbert, qui était une Française qui est née à Saint-Mandé, qui a tourné en Amérique, qui a été star en Amérique et qui était la meilleure amie de Ronald Reagan quand il était comédien. Absolument. Mais est-ce que Claudette Colbert était considérée encore comme une Française? Elle était très, très américanisée. Elle parlait couramment français, Oui. je l'ai rencontrée plusieurs fois. Mais surtout, quand on voit la tête de Simone Signoret, quand elle reçoit son Oscar, elle ne l'imaginait pas. Elle le reçoit contre Catherine Hepburn, Doris Day, Elizabeth Taylor et Audrey Hepburn. Et tout à coup, c'est la petite Simone Signoret qui arrive, c'est Rock Hudson qui lui tend le truc, et puis elle dit, et puis même avec un accent français, elle dit oh, j'y crois pas, et c'est bouleversant. Et puis ensuite, et puis voilà, et c'est pour elle le début d'une carrière hollywoodienne qui va durer jusqu'à la fin des années 60. C'est ça. Et puis il y a eu d'autres choses, mais on va en parler à travers la sortie de ce livre. Et la sortie de ce livre, c'est aujourd'hui, le 30 septembre 2025. À tout de suite sur Sud Radio avec Nicolas Détienne-Dorve pour évoquer Simone Signoret. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Nicolas Détienne-Dorve. Votre livre Simone Signoret, Histoire d'un amour, chez Calman Lévy. Nous sommes le 30 septembre 2025. Voici exactement 40 ans. Eh bien, elle nous quittait, Simone Signoret. Et le titre de ce livre, eh bien, il rappelle une chanson. Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Ma complainte, c'est la plainte de deux cœurs. Une des premières chansons de Dalida, Histoire d'un amour, dont les paroles ont été traduites par Francis Blanche. À l'époque, il traduisait des paroles de chansons. Et c'est vrai que vous avez fait un livre très particulier, car vous avez choisi de laisser la parole à Simone Signoret, Nicolas Détienne-Dorve. Alors c'était un choix périlleux, parce qu'en fait j'avais déjà écrit 2 livres sur ce principe-là, un livre sur Marthe Richard et un livre sur Arletty, où je me mettais dans la peau à tout point de vue de mes héroïnes. Et là, pour Signoret, j'ai hésité, parce qu'elle-même a écrit ses mémoires en 76, La nostalgie n'est plus ce qu'elle était, qui est un excellent livre, qui est un livre d'écrivain. Et j'ai fait une première mouture du texte, où je couvrais toute sa vie, et c'était à la 3e personne. Et une fois que j'ai eu fini, je me suis rendu compte que ça fonctionnait pas, ça ne s'incarnait pas. Et en fait, j'ai mis mes petits problèmes d'ego au placard. Je me suis dit, bon, je vais oser me mettre dans la peau de Signoret, en oubliant qu'elle est derrière moi et qu'elle me tape sur l'épaule, en disant, dis donc, qu'est-ce que tu fais? Et donc, je me suis signorétifié, et j'ai recentré aussi sur les années 50, sur ce segment extraordinaire entre le coup de foudre de la Colombe d'Or, la rencontre avec Montand et la mort de Marilyn. Et je me suis plongé dans cette vie qui est extraordinaire, et en oubliant que je ne suis pas Signoret. Oui, et c'était d'autant plus difficile à vivre qu'elle-même le disait, c'était une emmerdeuse. Ah, c'était une emmerdeuse. D'ailleurs, dans ma tête, je pense à cette trilogie de romans en l'appelant Les Grandes Emmerdeuses. Et c'est aussi pour ça que j'ai du mal, c'est parce que c'est pas un personnage qui est immédiatement sympathique, mais une fois qu'on se plonge dans sa psyché, on se rend compte que c'est une femme qui a énormément souffert, qui s'en est pris vraiment plein la gueule, mais qui avait une force d'âme, une énergie, et que ce qu'on prenait parfois pour de l'agressivité, c'était surtout du caractère, de la force. Elle avait une grande gentillesse. Moi, je suis un jour à Auteuil pour interviewer Yves Montand et Simone Signoret. Ah, vous en avez de la chance. Et elle a quelques soucis, et je lui parle, et elle me remercie quelques jours plus tard en me disant, écoutez, qu'est-ce que vous voulez, je vais faire une émission avec vous. Et c'est comme ça que je suis allé chez elle un après-midi, enregistrer une émission de radio d'1h30 dans son salon. Et à un moment, Montand est arrivé, et il a commencé à faire un grand numéro en disant, je suis épuisé, je tourne. Il a ouvert la porte théâtralement en disant, je mange une pomme et je vais me coucher. Elle m'a regardé, elle m'a dit, faites pas attention, chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est là, qui ne parle pas avec lui, il fait le même numéro. Ce qui est extraordinaire, ça vous avez bien de la chance. Oui, mais surtout, ça montre le caractère, la gentillesse et les rapports entre Signoret et Montand qui n'étaient pas simples non plus. Pas simple, à la fin de leur vie, il était un peu son grand-fils, c'était une espèce d'éternel adolescent qui avait besoin qu'on s'intéresse à lui comme un chien qui vient aboyer juste pour qu'on lui tape sur la tête. Et j'ai regardé sur le site de l'INA de nombreuses interviews où à chaque fois que la conversation devient un peu sérieuse ou se tourne sur Signoret uniquement, il peut pas s'empêcher de faire un numéro de claquette et de rappeler qu'il est là aussi, qu'il fredonne, il fait son petit cirque à lui. Oui, mais elle le tenait en tout cas moralement. Elle le tenait moralement. Elle était sa boussole, elle était sa colonne vertébrale, intellectuellement, politiquement. On se rappelle ce qui est devenu Montand dans les années 80 où il s'est mis à donner des leçons de politique en disant un petit peu tout et n'importe quoi à la télévision. Elle le tenait à tout point de vue. Oui, alors c'est un couple fusionnel en politique, car à une époque, les chansonniers disaient on ne peut pas trouver une pétition en France sans qu'il y ait la signature de Montand et Signoret. Oui, je crois même, moi je me souviens, je me souviens très bien quand j'ai appris le jour de sa mort,
elle n'était pas elle-même sans provoquer une certaine exaspération dans le public, parce qu'il n'y avait pas, elle tapait du poing sur la table dès qu'il y avait une polémique, dès qu'il y avait un sujet politique, il y avait toujours Signoret. Mais bon, elle était une conscience de son époque. Et il y a aussi cette chose, c'est qu'elle a toujours un peu culpabilisé d'avoir eu une occupation, si je puis dire, que les 4 ans d'occupation, ça a été le tremplin de sa carrière. Elle ne s'est pas engagée dans la résistance. Et c'était comme une façon de se faire pardonner son attentisme et juste son ambition professionnelle de la guerre, qu'elle a passé son temps à partir des années 50 à être de tous les combats politiques et aussi à accepter de s'être trompée. C'est-à-dire qu'elle a accepté de s'être trompée sur le communisme. Ils en sont revenus. Ils ont fait un grand voyage dans les années 50. Alors justement, le communisme, c'est né au départ parce qu'ils n'ont jamais pris leur carte, mais ils adhéraient aux idées, ce qui énervait beaucoup de gens. En fait, ils étaient compagnons de route. Le frère d'Yves Montand, lui, était vraiment un communiste encarté, membre de la CGT. Il habitait d'ailleurs chez eux. Il était au 5e étage, au-dessus de chez eux, sur le quai des Orfèvres, sur la place Dauphine. Et il a toujours été la conscience politique de son frère. C'est le père de Jean-Louis Lévy, le producteur. Mais on le voyait jamais. On le voyait jamais, mais c'était un homme. Voilà, c'était un homme engagé. Et quand les Montand vont faire ce fameux voyage dans les années 50 à l'Est, en fait, ils vont découvrir ce qui se passe de l'autre côté du rideau de fer. Et c'est vraiment Tintin au pays des Soviets. C'est-à-dire qu'ils se rendent compte de l'extraordinaire fumisterie de tout ça. Ils le racontent en revenant. Et ça va être le début d'une reconversion politique, heureusement. Et une brouille familiale assez violente. Oui, parce que le grand choc au départ, c'est Budapest, les chars soviétiques qui entrent à Budapest, quelques semaines avant que Montand aille faire une tournée en URSS. Ça fait désordre. Ah, ça fait désordre. La tournée était prévue depuis longtemps, a été repoussée pour des raisons de tournage, des raisons de planning. Et tout à coup, conjointement, ça arrive au même moment. Et on se rend pas compte à quel point, justement, ils étaient populaires, à quel point ils étaient dans les médias, dans la presse. Et donc, la tournée était annoncée depuis très longtemps. Et là, tout à coup, ça devient une vraie polémique où les journaux se répondent, Le Figaro contre l'humanité. Et ce pauvre Montand se retrouve pris dans un étau. J'y vais pas. C'est Louis Aragon qui va lui. Simone Signoret lui demande à Louis Aragon qui leur conseille d'y aller, et en même temps, quand il est chez lui, il dit non, c'est une mauvaise idée qu'il y aille. La grande honnêteté intellectuelle de Louis Aragon, grand poète au demeurant, et finalement ils y vont, et ils en reviennent avec des images extraordinaires. Un dîner où ils se retrouvent à table avec Khrouchtchev après un concert, et où Simone Signoret dit ses 4 vérités à Khrouchtchev au sujet de Budapest, et il le prend très bien, parce que voilà, ils sont avec une jolie femme, ils boivent de la vodka, enfin ce sont des scènes incroyablement cinématographique. Complètement. Et vous le racontez en expliquant que le Politburo les avait réunis. Ils avaient un peu peur de se retrouver devant le Politburo. Bah surtout, ils n'étaient pas prévenus. Tant qu'on le met dans une salle où il y a tout ce qu'on appelait le présidium, c'est-à-dire Molotov, Malenkov et Khrouchtchev, voilà, qui était comme le successeur de Staline, et une malheureuse petite interprète qui était là, à donner le change en se disant que si ça se trouve, elle allait être envoyée au goulag le lendemain parce qu'elle avait assisté à ça. Alors, il se trouve aussi qu'il y a un autre tournant politique, c'est la pièce qu'ils vont jouer ensemble, Les Sorcières de Salem, qui est au départ une pièce écrite par Arthur Miller contre le macartisme. Contre le macartisme, qui est un grand succès au milieu des années 50. Et surtout, c'est la première fois qu'ils font du théâtre, et qu'ils font du théâtre ensemble. C'est-à-dire qu'ils vont jouer, en plus, ils vont jouer un rôle de couple adultérin. Donc, ce qui est en soi assez prémonitoire. Et ce qui est intéressant, c'est que cette pièce est montée au théâtre Sarah Bernard, que dirigeait à l'époque Elvire Popesco, avec une traduction faite par Marcel Aimé, oui, beaucoup plus douce. Et ensuite, le film sera adapté au cinéma par Raymond Rouleau, qui avait fait les meilleures scènes du spectacle, et le scénario sera signé Jean-Paul Sartre, et sera beaucoup plus raide, beaucoup plus avec une grille de lecture marxiste beaucoup plus marquée. Oui, et donc l'idée de ce spectacle, c'est Elvire Popesco, qui n'était pas une femme facile non plus. Un jour, comme elle donnait des ordres à tout le monde, en voiture, elle donne des ordres à son chauffeur, il en a marre, il revient au théâtre avec la clé de la voiture en disant « Je l'ai laissé au milieu des Champs-Élysées, qu'elle se débrouille, moi je démissionne ». Et Popesco était dans sa voiture, les bras croisés, au milieu des Champs-Élysées. Alors il se trouve que cette pièce, en plus, c'est le point de départ d'une rencontre beaucoup plus tard avec Arthur Miller, mais aller aux États-Unis après tout ce qui est passé en URSS, pour Montand comme pour Signoret, c'était pas facile, Nicolas Tienderan. Ça va prendre un petit peu de temps parce qu'ils avaient des projets hollywoodiens avant ce départ, et quand ils reviennent, tout est annulé parce que on est quand même au cœur des années 50 et les Américains ne veulent rien avoir à faire avec des artistes qui seraient allés prêter le flanc à l'Union soviétique, et il va y avoir un nombre de tractations avec le consulat américain. Il faut qu'ils aient un visa. Heureusement, Montand finit par être invité à faire une tournée en tant que chanteur à Broadway.
Et c'est un triomphe extraordinaire. Et d'ailleurs, la conférence de presse est animée par Simone Signoret elle-même. Oui, parce qu'elle en fait, elle se retrouve à être l'interprète de son mari. En revanche, quand ils arrivent dans New York, c'est elle qu'on reconnaît pas lui, parce qu'entre-temps, elle avait joué Alice S. Gill dans Les Chemins de la Haute-Ville. Il se trouve qu'un soir, dans la salle, il y a Arthur Miller et Marilyn Monroe, sa jeune femme. Absolument. Donc, il s'était vaguement croisé avec Miller, mais sans Marilyn. Et Miller a beaucoup de sympathie pour eux parce qu'ils ont été... D'abord, ils sont du même bord politique et ils ont créé les personnages des Sorcières de Salem et qui les invitent à dîner. Et l'alchimie fonctionne tout de suite. Ils s'entendent très bien, mais comme deux couples amicaux. C'est-à-dire qu'ils sont du même bord. Et Simone Signoret voit en Marilyn... En fait, elle la voit au saut du lit. Elle voit pas la cover girl extraordinaire. Elle voit une petite américaine un peu paumée, parfois ébouriffée, et dont elle voit elle voit la coulisse. Elle ne voit pas du tout en elle une rivale. Et au cours du dîner, Marilyn évoque un projet de film que Cary Grant doit tourner, Le Milliardaire, mais on n'est pas sûr d'avoir trouvé la tête d'affiche. Absolument. Il recherche. En fait, il y a plein de partenaires. C'est nos films de George Cukor. Plein de partenaires sont envisagés. Rock Hudson, Cary Grant et toute une série. Et ils hésitent. Et puis alors, Montand écoute ça, on dit oh là là, elle est très impressionnée. Et qu'est-ce qui se passe quelques mois plus tard? C'est à lui qu'on propose le rôle et il accepte. Bien sûr. Et donc, il va se retrouver à Los Angeles à tourner avec Marilyn dans le même hôtel, avec des chambres différentes au départ. Simone Signoret est revenue en France. Alors, la légende prétend qu'un soir, en répétant la scène du lendemain dans la chambre, il l'aurait embrassée comme tous les soirs, pas tout à fait sur la joue, mais sur la bouche, et que ça aurait démarré comme ça. Alors, évidemment, on peut imaginer beaucoup de choses, mais ce qui est assez drôle, c'est que le titre français, c'est le Milliardaire, mais le titre en anglais, c'est Let's Make Love. Et ce que dit la presse, c'est qu'ils ont pris le titre au pied de la lettre. Exactement. Alors, il se trouve que comment l'info a-t-elle filtré? C'est qu'un jour, ils sont promenés dans Los Angeles, main dans la main, et par hasard, un photographe qui était là a pris le cliché, qui a fait le tour du monde. Qui a fait le tour du monde, et Simone la prend d'une façon terrible. Elle est rentrée en Italie parce qu'elle doit tourner un film à Rome avec Mastroianni, et en fait, elle la prend, en fait, on lui met le journal sous les yeux, ce qui est d'une violence terrible. C'est-à-dire que tout à coup, en l'espace de quelques secondes, elle devient la femme trompée la plus connue de la planète, elle devient la cocu universelle, et donc pour elle c'est moins une peine de cœur qu'une blessure d'orgueil. C'est-à-dire qu'elle savait que Montand badinait, elle savait que Montand avait des aventures, mais elle lui avait toujours dit je veux pas le savoir, faut que ça reste en coulisses. Et là, être jeté en pâture sur la place publique, c'est une blessure terrible. Oui, elle répondra avec beaucoup de classe. Comment peut-on ne pas avoir le béguin pour Marilyn? Oui, elle répond avec beaucoup de classe, mais je crois qu'elle a beaucoup encaissé, elle avalait beaucoup de couleuvres, et d'un certain point de vue, elle ne s'en remettra jamais vraiment. Et d'ailleurs, vous racontez dans votre livre, Nicolas Tiendorf, qu'il a eu beaucoup d'autres aventures, beaucoup d'autres intercartades. Elle était un peu habituée. Elle était habituée, voilà. Mais en fait, elle était au bout du compte, elle était un peu sa vieille maman. C'est-à-dire qu'elle le tenait, mais parfois même, c'est presque à se demander si elle ne gérait pas l'agenda. Mais elle savait elle savait qu'il avait des besoins, comme on disait. Mais dès l'instant que ça n'était pas su, que ça n'était pas officiel, qu'elle-même ne le savait pas, ça allait. Mais à partir du moment où les choses étaient dans la presse, c'était plus possible. Oui, parce qu'un jour, il a eu une aventure, elle l'a appris et elle a dit à la jeune femme, on n'a rien vu, on est au courant de rien. Absolument. Alors, il se trouve que c'est à partir de ce moment-là qu'elle a commencé, elle buvait déjà, elle fumait déjà, mais vraiment à se laisser aller. Il y a, je pense, mais même des casques d'or, un vieillissement précoce. Mais et dans Les Diaboliques, où elle n'a que 33 ou 34 ans, déjà, son visage se durcit, mais il y a une bascule à partir de l'affaire Marilyn. Et en fait, d'abord, ça commence à la mort de son frère Alain Camincker, où là, vraiment, qu'elle vit très, avec beaucoup de violence. Mais là, on sent qu'elle se laisse aller, qu'elle fait plus aucun effort, presque pour faire payer à Montand, quand il rentre le soir, ce qu'il lui a fait. C'est-à-dire qu'elle boit, elle fume, elle mange gras, elle fait exprès de ne pas se protéger. Ça n'empêche pas d'avoir du génie, puisque La vie devant soi va lui valoir un César. Madame le juge, qu'elle a tourné pour la télévision, 6 épisodes, est un chef-d'œuvre de la télévision comme on n'en voit plus aujourd'hui. Il faut les revoir, c'est sur le site de l'INA, c'est extraordinaire. Et c'est vrai qu'elle va petit à petit s'éloigner de l'écran pour écrire, et petit à petit s'éteindre, mais presque volontairement. En fait, elle s'abstrait. Il y a ce grand succès de ses mémoires au milieu des années 70. La nostalgie n'est plus ce qu'elle était. 600 000 exemplaires vendus. Elle passe chez Pivot, elle passe chez Chancel, elle fait toutes les émissions. Et Montand en conçoit une certaine jalousie parce qu'elle avait toujours une longueur d'avance. Et il a voulu redevenir comédien comme elle était grande comédienne. Très bien, mais elle est devenue écrivain. Et ça l'agaçait en plus qui raconte tout. Mais c'est pas comme si lui n'avait pas tout raconté, si tout ne s'était pas retrouvé dans la presse. Donc il y avait toujours une idée de revanche. Et puis à la toute fin,
c'était son rêve depuis toujours. Elle devient romancière à la fin des années 80. Elle écrit ce roman qui s'appelle Adieu Volodya, un roman historique qu'elle écrit la dernière année de sa vie et dans une petite pièce à Auteuil. Et au fur et à mesure qu'elle écrit, elle perd la vue et elle est quasiment aveugle à la fin lorsqu'elle met le point final. Une fin tragique, mais d'une femme exceptionnelle qu'on ne doit pas oublier, que vous restituez très bien dans ce livre, Simone Signoret, Histoire d'un amour, chez Calman Lévy. Merci Nicolas Detiendorf de vous être mis dans sa peau et de l'avoir écrit parce que je pense que c'est important pour qu'une nouvelle génération la découvre. C'était le but, merci beaucoup. Merci, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.